Bonjour à tous, nous continuons notre premier chapitre par un rappel des activités cognitives réalisées au cours de la séance précédente. Voilà, on a présenté trois types de chaînes de montagnes récentes, les chaînes de subduction, les chaînes de collision et les chaînes d'abduction. On a initié déjà par les chaînes de subduction, au cours de laquelle on a été basé sur les caractéristiques structurales et géophysiques et aussi tectoniques et pétrographiques. Pour la pétrographie, les chaînes de subduction est caractérisée par un volcanisme et l'apparition des roches volcaniques andésitiques et aussi granodiorite provient de la refroidissement du magma en profondeur. Mais la question ici qui se pose et qui se répète, quelle est l'origine du magma de zone de subduction, magma andésitique, c'est-à-dire le magma du chaîne de subduction? Pour cette séance, on va répondre à cette question-là. On commence notre séance par l'origine du magma des zones de subduction. On a cette figure-là avec deux documents. Sachant que l'origine du magma andésitique caractérisant les zones de la subduction provient de la fusion partielle de la roche du manteau supérieur, la péridotite. Pour déterminer les conditions de fusion partielle de la péridotite, on a proposé le diagramme ci-dessous représente les résultats expérimentaux montrant l'état de péridotite en fonction de la température, de la pression et de la géothermie de la zone de subduction. Pour les données de ces documents, on a le gradient géothermique, les géothermes, qu'on a déjà étudié au cours de la séance précédente, des isothermes, désigne l'évolution et l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Il est varié selon la région en moyenne de 3,3 degrés Celsius à 100 mètres de profondeur. Solidus provient de solide, l'état solide des roches. Courbe sépare le domaine où n'existe que du solide de celui coexistant solide et liquide. À température croissante, croisée, le solidus revient à initier une fusion partielle. Liquidus, c'est l'inverse de solidus, c'est-à-dire l'état liquide des roches. Courbe sépare le domaine où coexistant solide et liquide de celui qui n'existe que le liquide, fusion totale. Donc on a trois questions. Donc une question et pour la deuxième on a deux, A et B. Pour la première question, d'après le diagramme dégagez les conditions de fusion partielle de la péridotite au niveau des zones de subduction. Premièrement, on va présenter le document là et les expliquer pour faciliter la question 1. Donc pour la première document ici qui montre l'état de subduction d'une croûte océanique sous une croûte continentale. Donc lorsque cette croûte-là océanique arrive à une profondeur qui est égale 100 mètres, 100 km, on a un phénomène qui s'appelle le magmatisme, c'est-à-dire la formation d'un magma et apparition d'un volcanisme intense ici. Donc cet schéma c'est un modèle explicatif du processus de la fusion partielle de la péridotite au niveau de la zone de subduction. Donc la péridotite, c'est le principal constituant du manteau supérieur où on a la formation du magma qui donne par la suite des roches magmatiques et volcaniques. Au niveau de la subduction, pour la question 1, on va justifier ce mot-là, la fusion partielle. Pourquoi la fusion partielle, pas une fusion totale? Donc pourquoi on a l'apparition d'un magma d'après une fusion partielle? Pour le deuxième document, là, qui représente un courbe avec le profondeur et la pression, avec un axe avec la température, on a séparé trois
zones. La première zone est solide, la deuxième zone contient les métaux, les matériaux solides et liquides, et la dernière avec les matériaux liquides. Avec les limites de ces lignes-là, on trouve liquidus qu'on a ici, qu'on a défini ici dans les informations. On a les solidus sèches et solidus humides avec une partie où on a la fission partielle. Avec un trait séparé là, on a le géotherme de zone de subduction qu'on a ici. Revenons au premier document. Pour le détailler aussi, on a les courbes là qu'on a déjà étudiées au cours des séances précédentes, qui ont appelé les isothermes, c'est-à-dire les courbes parallèles aux croûtes océaniques et qui sont fausses dans les zones de subduction selon une inclinaison qui est appelée Benioff, où on a aussi des activités sismiques intenses. Revenons aux premières questions. Dégager les conditions de la fission partielle de la péridotite au niveau de la zone de subduction. Le diagramme ici qui montre les résultats d'études au laboratoire de la fission des roches des différentes conditions, pression et température, qui montre que dans un contexte de subduction, donc on a un état de subduction, on cherche la fission partielle de péridotite au niveau des zones de subduction. On passe par la première. Donc lorsqu'on a une subduction de la croûte océanique sur la plaque chevauchante continentale, donc lorsqu'il arrive à une profondeur de 80 ou 100 km, dans la partie solide, on a qui représente le basalte anhydre. C'est une roche volcanique qui se trouve dans la croûte océanique ou hydratée, qui ne peut pas fondre. C'est donc la croûte océanique n'a pas la capacité de plonger n'a pas la capacité de plonger et former un magma. Donc cette partie de la croûte océanique n'appartient pas à la fusion partielle. Pour la partie là, liquide, où la température est élevée avec une faible pression, ne peut pas fondre car le géotherme de la zone de subduction n'atteint pas les conditions de pression et température. C'est-à-dire on a une grande pression, une grande température avec une faible pression. Mais en profondeur ici, on a une pression qui était importante. On peut dire qu'il y a quelque chose ici au niveau de là où on a des roches solides et liquides dans la zone de solidus sèche ou dans la zone là où on a des solidus humides. Pour justifier ou pour préciser la partie où on a une fusion partielle du manteau, la croûte océanique possède des matériaux et des minéraux qui sont hydratés. Donc ils ont des particules de l'eau. Donc la seule hypothèse qui était juste, c'est la solidus humide. Ici. D'accord? Donc là, pour la partie là de solidus humide, qu'on a une partie solide et liquide, peut fondre partiellement car son solidus est abaissé. Voilà, abaissé par l'hydratation placée dans les conditions de la pression-température présente à une profondeur supérieure à 80 km. Voilà. Donc on a ici là une fusion partielle à ce niveau-là pour cette courbe-là. Donc le magma des zones de subduction provient de la fusion partielle de péridotite hydratée de la plaque chevauchante. Donc on a déjà dit que la croûte océanique n'appartient pas à la fusion partielle, et aussi au niveau de la partie liquide qu'on a le péridotite et sèche, non pas
une fusion partielle, mais sur le péridotite hydraté, à ce niveau-là, au niveau de la plaque chevauchante, on a l'apparition d'un magmatisme ici, qui est tracé en noir, au niveau de la partie chevauchante. On passe à la réponse. Voici la réponse. Donc pour finir, le magma des ondes de subduction provient donc de la fusion partielle de la péridotite hydratée de la plaque chevauchante. En revenant pour la deuxième question, compléter la légende du modèle explicatif. Donc on a des chiffres ici, on peut mettre les mots de chaque composant de la modèle explicatif de la fusion partielle de péridotite au niveau de la zone de subduction. Donc pour la réponse B, voilà. Donc 1. Croûte océanique. 2. Manteau lithosphérique dur, c'est-à-dire rigide. Les deux composants appelés la lithosphère. Donc la lithosphère, elle comprend deux composants, la croûte océanique et la lithosphère. Donc ici, on a la croûte continentale, le manteau lithosphérique dur, donc la même partie ici. 5. La sténosphère ductile, ou appelée péridotite. On a 5 ici aussi. 6. On a l'H2O, fusion partielle de la péridotite. Donc la fusion partielle de la péridotite, il nécessite la présence de l'eau qui est hydratée par les minéraux proviennent de la croûte océanique. Pour 7, on a le phos océanique. 8, Pluton granodiorite. Donc les magmas qui sont déjà refroidis en profondeur. 9, coulée andésitique. Donc l'état, le sortie de lave et la solidification des laves qui donnent des roches andésitiques. Donc les coulées, ce sont la structure visqueuse des laves. Et dernièrement, 10, la plaque océanique plongeante, c'est-à-dire glissée sur la plaque chevauchante dite croûte continentale. Donc voilà la légende de figure numéro 2. En revenant à la dernière question, d'après le diagramme et le modèle explicatif, comment explique-t-on la fusion partielle de la péridotite au niveau de la zone de subduction, puis le devenir du magma andésitique? Donc pour expliquer cette question, on a deux. Donc on va expliquer la fusion partielle de péridotite et aussi on va expliquer le devenir du magma andésitique. Pour la première partie de question B, lorsque la lithosphère, voilà la lithosphère océanique, entre en subduction, c'est-à-dire glisser sous la partie chevauchante de la croûte continentale, les variations de pression et température, la température et la pression, en profondeur, c'est-à-dire à ce niveau-là, à 80 km ou 100 km de profondeur, entraîne la déshydratation, c'est-à-dire la libération de l'eau par des minéraux de la croûte océanique. Donc, déshydratation des roches de la croûte océanique, l'eau libérée, voici l'eau numéro 6, se propage dans la péridotite du manteau de la plaque chevauchante. Donc ici au niveau de la péridotite de la plaque chevauchante continentale. Ici se forme le magma. Contribue à abaisser, voilà, abaisser, on a un abaissement ici, contribue à abaisser leur point de fusion. Donc on a diminution de point de fusion. Normalement il est ici, mais on a diminution de point de fusion lorsqu'on ajoute l'eau. La fusion partielle des péridotites, ici, est à l'origine de magma dans les zones de subduction et par la suite formation de magma plutonique qui se refroidit ici en profondeur pour donner le granodiorite et le reste assente sur
au niveau des volcanismes et donner des roches volcaniques appelées landésites. Pour la deuxième partie de la question, quel est le devenir du magma andésitique? Le magma résultant remonte par des fissures, donc le magma ici ascende et remonte par des fissures et peut se caractériser en profondeur et donner les granodiorites provient de la solidification des magmas plutoniques et on va écouler à la surface, c'est-à-dire le reste va monter à la surface pour donner l'andésite qui est une roche volcanique. Donc on passe à la réponse. Voilà la réponse. On termine mes élèves par un bilan explicatif. Les chaînes de subduction présentent les caractéristiques typiques telles que des caractéristiques structurales, présence de la fosse océanique, présence de prismes d'accrétion, des caractéristiques pétrographiques, présence de la roche volcanique l'andésite et la roche plutonique granodiorite, des phénomènes géologiques, la répartition des foyers sismiques selon le plan de Benioff, les anomalies thermiques, les isothermes, volcanisme explosif et des déformations tectoniques, les plis et failles inverses en éventail. On est arrivé à la fin de cette séance. La séance prochaine, on va discuter les étapes de formation des chaînes de subduction. À bientôt.